Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier qui est consacré à la politique de financement export 2021 et aux initiatives multilatérales en matière de dette souveraine. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Julika Cortade-Gross, je suis la chef du bureau des crédits export et des garanties à l'international à la Direction générale du Trésor. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chouane Badirou Ghaffari, autre chef du bureau du Trésor, mais qui a une double casquette et qui est également secrétaire général du Club de Paris. Donc c'est la petite originalité de cette année, parce que pour ceux qui n'assistent pas à BFE pour la première fois, ils savent que la présentation de la politique de financement export est le point de passage obligé et fait partie des annonces qui lancent la grande année à l'export par Bercy. Mais voilà, c'était une année très particulière pour vous, les exportateurs qui avez essayé de vous projeter à l'international, et sans doute avez-vous suivi dans la presse les différentes initiatives multilatérales. Vous avez entendu parler de la DSSI, du Common Framework et d'autres initiatives multilatérales que Chouane va nous décrypter par la suite. Donc nous avons prévu de structurer cet atelier en 3 parties. Lors de la première partie, donc Chouane fera une présentation sur ces initiatives multilatérales. Ensuite, je vous présenterai la politique de financement export pour l'année 2021, pour laquelle on a déjà fait beaucoup de teasing lors de la plénière aujourd'hui. Et nous terminerons par un Q&A à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions directement sur la plateforme. Alors, très important, il faut que ce soit dans l'onglet session et pas dans l'onglet événement. Session, pour que nous puissions voir les différentes questions. Donc, n'hésitez pas et nous répondrons à l'ensemble des questions à la fin. Voilà, donc sans plus attendre, Chouane, je te passe la parole pour la première partie de la présentation. Merci beaucoup Julika. Bonjour à tous. Donc comme l'a indiqué Julika, je vais me concentrer sur la présentation des initiatives multilatérales qui ont été lancées l'année dernière, en commençant par un point peut-être de rappel pour vous de ce qu'est le Club de Paris. Donc le Club de Paris, c'est un groupe informel de créanciers bilatéraux officiels. Concrètement, c'est 22 pays qui sont membres permanents et qui ont pour habitude et pratique de se coordonner en matière de dettes et donc des créances qu'ils ont sur d'autres pays, donc les pays en développement. Un point important à rappeler, donc la plupart des membres du G20 ou tous les membres du G20 ne sont pas membres du Club de Paris, mais pour autant, le G20 a reconnu à plusieurs occasions, notamment dans plusieurs déclarations des chefs d'État du G20, que le Club de Paris est le principal forum international pour soutenir la dette bilatérale officielle. Donc c'est important de rappeler que même si les membres du G20 ne sont pas forcément membres du Club de Paris, il y a bien une reconnaissance, on va dire, du rôle spécifique du Club de Paris dans l'architecture financière internationale. Le Club de Paris, encore une fois, a été créé en 1956. C'est la première fois qu'un traitement coordonné de dette a été fait, et c'était en faveur de l'Argentine. Depuis lors, plus de 470 accords ont été signés avec plus de 99 pays pour un montant de près de 600 milliards de dollars traités. Comme j'indiquais, 22 pays sont membres permanents du Club de Paris. Les créanciers émergents tels que la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud ne sont pas membres du Club de Paris, en tout cas pas membres permanents. Par contre, on a bien sûr une coordination, on va dire, régulière avec ces pays, qui sont ce qu'on appelle dans notre terminologie des participants ad hoc aux réunions du Club de Paris. Ce qui veut dire qu'ils participent sur une base ad hoc à nos réunions régulières pour échanger de l'information et échanger nos vues sur la situation de certains pays. Par ailleurs, le Club de Paris a aussi, compte tenu de l'évolution du paysage de la dette dans de nombreux pays, renforcé depuis déjà plusieurs années ses relations avec les créanciers privés, rassemblés au sein de l'Institute of International Finance. Nous avons comme ça donc des réunions annuelles de coordination avec les créanciers privés pour discuter de sujets communs en matière de dette. Dernier point à signaler, c'est le Forum de Paris qui là est un cadre plus large où il n'y a pas que des créanciers officiels, mais aussi des pays emprunteurs. Et c'est un lieu où on peut justement discuter avec aussi les pays emprunteurs de sujets communs. Et on a
de manière régulière, enfin tous les ans, une réunion de ce forum de Paris, notamment en 2019, le 7 mai 2019, il y a une conférence assez importante qui a rassemblé des personnalités à haut niveau pour discuter des principes notamment de soutenabilité de la dette. Rapidement également pour vous rappeler les principaux principes du Club de Paris qui gouvernent son action. Le premier point, c'est la solidarité entre ses créanciers. Ça veut dire concrètement que les membres du Club de Paris agissent de concert pour répondre aux demandes qui peuvent être faites par les pays débiteurs. Le deuxième point, c'est le consensus. C'est un principe qui est directement lié à celui de solidarité. Toutes les décisions du Club de Paris sont prises par consensus, donc tous les créanciers sont nécessairement d'accord sur les décisions qui sont prises. Le troisième point, c'est le partage d'informations. C'est également un principe clé pour avoir une vision commune et partagée sur la situation des pays emprunteurs. Le quatrième principe, c'est le cas par cas, ce qui en fait est un principe très important, parce que ça garantit le fait que le Club de Paris apporte des solutions qui sont adaptées aux spécificités d'un cas que présente un pays débiteur. Le cinquième principe, c'est la conditionnalité. Le Club de Paris fournit toujours ses traitements de dette dans le cadre d'un programme de réforme conclu entre le pays emprunteur et le FMI. Ce principe est déterminant dans la mesure où il assure à la fois que le traitement de dette est approprié pour rétablir son niveau de la dette du pays, et deuxièmement que le pays s'engage dans un programme de réforme pour justement garantir que le traitement aide le pays à rétablir sa soutenabilité de la dette. Le dernier point, c'est la conformité de traitement, qui est également un principe fondamental, qui assure que tout traitement de dette fourni par les créanciers du Club de Paris doit conduire à un effort comparable, au moins aussi important, des autres créanciers, donc qui ne participent pas au traitement de dette accordé par le Club de Paris, mais qui sont aussi créanciers du pays concerné. Donc cela vaut pour les créanciers officiels bilatéraux non membres du Club de Paris, mais aussi pour les créanciers privés. Après ce rappel sur le Club de Paris, je vais vous mentionner désormais ou présenter les initiatives qui ont été lancées l'année dernière, donc conjointement par le Club de Paris et le G20. Comme je vous l'indiquais, plusieurs membres du G20 ne sont pas membres du Club de Paris. C'est la raison pour laquelle le fait que l'initiative soit conjointe est en réalité une percée historique, puisque pour la première fois, des créanciers tels que la Chine, l'Inde ont accepté de faire des traitements de dette coordonnés avec le Club de Paris. La première mesure que je souhaite présenter ici, c'est la DSSI, la Debt Service Suspension Initiative, qui est une mesure exceptionnelle de réponse à la crise de liquidité. Ça correspond très concrètement à une suspension du service de la dette qui est due entre le 1er mai et le 31 décembre 2020 aux créanciers officiels bilatéraux du Club de Paris et du G20. Les créanciers privés ne sont pas, il n'y a pas une obligation de participation des créanciers privés. Ça, c'était un point important, encore une fois, dans la mesure où c'est une mesure de liquidité qui visait à éviter que les pays bénéficiaires soient en défaut vis-à-vis de leurs créanciers privés ou en tout cas une dégradation de leur notation. La seule chose qui a été faite, c'est de demander une participation sur une base volontaire des créanciers privés. À ce jour, on n'a pas vu de participation effective de créanciers privés, mais en tout cas, c'est un point important de retenir que c'était uniquement sur une base volontaire. Ce rééchelonnement est un rééchelonnement sans perte en valeur actuelle nette. C'était aussi un point important pour définir cette mesure comme une mesure, encore une fois, de liquidité et pas de soutenabilité. Ce qui veut dire très concrètement que la valeur des créances est préservée. Les pays éligibles sont 73 pays qui sont les pays éligibles au guichet constitutionnel de la Banque mondiale et les pays les moins avancés au sein des Nations Unies. Donc en fait, ce sont les pays les plus pauvres. Cette initiative a été prolongée, donc comme je l'indiquais, elle était d'abord prévue jusqu'à fin 2020. Elle a été prolongée récemment de 6 mois supplémentaires jusqu'à fin juin 2021. Et il y a une possibilité de revue pour éventuellement prolonger de nouveau cette initiative jusqu'à fin 2021. Cette décision sera prise éventuellement lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Un point de bilan sur la mise en œuvre. À la date d'aujourd'hui, sur l'année 2020, on a eu 46 pays qui ont demandé à cette initiative pour un montant de 5,7 milliards de dollars qui ont été différés par les créanciers du G20 et du Club de Paris.
Et dans ces 5,7 milliards, il y en a 2,5 qui l'ont été par les créanciers du Club de Paris. En ce qui concerne l'extension, donc le Club de Paris a d'ores et déjà accordé l'extension de la DSSI à 15 pays. Encore une fois, à la date d'aujourd'hui, c'est encore un processus qui est en cours. Pour passer sur la slide suivante, voilà, le point que je voulais signaler, c'est parce qu'il y a eu quelques peut-être confusions sur l'impact potentiel de cette initiative sur l'accès des pays bénéficiaires au marché. Il est vraiment très important de rappeler que la DSSI n'a pas d'impact négatif sur l'accès au marché des pays bénéficiaires. Comme je vous l'indiquais, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif, on n'avait pas exigé de participation obligatoire des créanciers privés. C'est uniquement une participation volontaire. Et on constate justement, donc vous voyez sur cette slide, sur la partie droite de la slide, que les pays bénéficiaires de l'initiative ont en fait des spreads plus faibles sur leurs obligations. La raison étant assez simple, puisqu'à partir du moment où les créanciers officiels quelque part fournissent de la liquidité peu chère aux pays bénéficiaires, ça améliore la situation de liquidité des pays, ce qui explique que les marchés jugent que la situation de ces pays est moins défavorable que ceux qui n'en bénéficient pas. Donc après présenter la DSSI, qui encore une fois est une mesure de liquidité qui vise à traiter un besoin de financement, le point important, la deuxième initiative à mentionner, c'est le Common Framework, le cadre commun pour les futures restructurations, qui encore une fois est une initiative commune entre Club de Paris et le G20. Cette fois-ci, c'est une initiative qui vise à traiter ou à apporter une solution aux pays éligibles à la DSSI qui auraient un problème de soutenabilité de la dette. Donc encore une fois, la DSSI ne traite pas les problèmes de soutenabilité. Là, le cadre commun vise à traiter les problèmes de soutenabilité. L'objectif est que les créanciers membres du Club de Paris et les créanciers du G20 se coordonnent pour fournir une solution, donc un traitement de dette qui aille au-delà des termes de la DSSI pour répondre aux spécificités d'un pays. Donc c'est une approche au cas par cas, avec une analyse qui se fonde sur l'analyse de soutenabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale, et dans le cadre d'un programme FMI, comme je l'indiquais en ce qui concerne les principes du Club de Paris, et avec également, pour cette fois-ci, l'application de la conformité de traitement, ce qui veut dire que le traitement qui sera fourni par les créanciers du G20 et du Club de Paris au titre du cadre commun, un, sera dans le cadre d'un programme FMI, et deux, exigera une participation des autres créanciers, donc les créanciers officiels non membres du Club de Paris, non membres du G20, mais aussi les créanciers privés. Donc c'est pour ça qu'on indique que le cadre commun s'inspire fortement des principes du Club de Paris et encore une fois c'est une avancée historique qui permet aux créanciers non membres du Club de Paris tels que la Chine de se coordonner avec le reste des créanciers officiels sur la base de principes qui sont des principes éprouvés du Club de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chouane. Je pense que ça décryptera pour l'ensemble des personnes qui nous regardent aujourd'hui les différentes initiatives. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Et encore une fois, vous êtes libre de poser des questions dans le chat et Chouane y répondra à la fin de la présentation. Mais avant cela, on va passer à la deuxième partie de la présentation qui concerne donc la politique de financement export pour l'année prochaine, enfin pour cette année, pour 2021. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la politique de financement export, d'où acronyme, disait-on en plénière ce matin. Alors la politique de financement export définit chaque année la politique d'appétit au risque de l'État français dans l'accompagnement des exportateurs. Alors pour ceux qui suivent BFE depuis un certain nombre d'années, ils sauront que la PFE a succédé à l'ancienne PAC, politique d'assurance crédit, et PAP, politique d'aide projet, qui ont été fusionnés l'année dernière dans une seule carte, donc la carte de la PFE, et qui s'applique donc, et c'est un point important, aux deux produits principaux dont nous disposons pour accompagner les exportateurs vers les pays étrangers, qui sont l'assurance crédit, qui donc François Lefebvre vous l'a présenté un peu plus tôt dans la matinée, et les aides directes de l'État qui ont fait l'objet d'une présentation par Vincent Marinet. Donc voilà, donc c'est ces deux produits-là qui sont concernés directement par la politique de financement export. Alors ce matin, nous allons structurer
je suis allée trop loin. Nous allons structurer cette présentation en 4 parties. Donc tout d'abord, on va faire un point sur l'élaboration de la PFE à l'heure de la crise. On en a parlé en plénière ce matin, c'était évidemment un exercice un peu particulier cette année. Ensuite, on vous expliquera comment nous pilotons nos risques au sein de la Direction générale du Trésor, puisque les garanties de l'État sont un outil à la main du ministre chargé des Finances. Donc on vous explique peut-être un peu l'envers du décor et on vous explique comment on pilote le risque en interne du ministère des Finances. Ensuite, je vous décrypterai les différentes conditions de la politique de financement export, sachant que vous verrez qu'il y a une petite nouveauté cette année par rapport aux conditions que vous connaissez déjà. Et ensuite, on terminera par la carte qui s'affichera et je vous expliquerai les principales évolutions de cette PFE cette année. Donc tout d'abord, comment avons-nous élaboré cette politique de financement export à l'heure de la crise? Évidemment, c'était un exercice difficile. Vous avez suivi peut-être la plénière de ce matin et vous aurez vu que dans un contexte où beaucoup d'économies mondiales ont été plongées dans la crise, nous avons dû trouver un équilibre entre, d'une part, ne pas pousser au surendettement des pays en question qui parfois déjà en difficulté du fait du Covid ou du fait de faiblesses structurelles auraient pu, avec peut-être une politique un peu trop agressive, subir ou se retrouver dans des situations d'endettement excessif. Et en même temps, évidemment, dans un contexte économique difficile, continuer à soutenir nos exportateurs vers des pays étrangers à un moment où, Agnès Benassi-Kéré vous l'a expliqué un peu plus tôt dans la matinée, évidemment, les échanges internationaux ont été très durement affectés par la crise. Sachant que dans cette même crise, nous souhaitons évidemment, et j'y reviendrai, jouer un rôle contracyclique. Donc, et nous le voyons déjà arriver, cet effet contracyclique, en voyant notamment des grands groupes qui viennent demander des assurances publiques et qui auparavant sont passées parce que les banques acceptaient de les suivre sans réassurance publique. Donc, évidemment, nous devons également nous donner les moyens d'avoir une politique contracyclique avec ces aides à l'export. Donc, vous verrez, Muriel l'a rappelé ce matin, on a cherché à avoir quand même au global, une stabilité pour continuer à vous accompagner. Et donc, la PFE aujourd'hui, vous le verrez, ne reflète pas un pour un la situation ou la nouvelle donne macroéconomique. Et c'est à dessein que nous l'avons construite ainsi. Nous estimons que la PFE doit jouer un rôle contracyclique et que la carte et notre appétit au risque ne doit pas traduire un pour un la dégradation des perspectives macroéconomiques dans bon nombre de pays ciblés aujourd'hui par les exportateurs. Comment est-ce que, et ça c'est peut-être surtout pour vous montrer comment en interne nous pilotons les risques au niveau de l'État. Donc il y a tout d'abord le premier niveau de pilotage dont nous allons parler aujourd'hui, qui est la politique de financement export, donc qui est élaborée chaque année. Donc c'est généralement les 4 mois qui précèdent de l'année N-1 sont dédiés à la préparation de la politique de financement export qui vous est présentée en début d'année. Donc ça, c'est le cadre global pour lequel on fixe et on cherche à donner de la visibilité aux exportateurs sur notre niveau d'appétit au risque vers telle ou telle géographie. Ensuite, le deuxième niveau de pilotage est un niveau plutôt interne et nous suivons trois types de seuils. Donc tout d'abord, nous avons fixé en interne, mais ce sont des règles internes, nous avons des seuils d'alerte en interne. C'est-à-dire qu'en fait, nous fixons des ratios d'encours sur PIB par pays qui nous permettent d'établir un cadre de référence par rapport auquel nous situer, notamment vis-à-vis de géographies sur lesquelles nous serions très exposés ou alors très exposés relativement au niveau du PIB.
Deuxième plafond d'encours, la catégorie de risque OCDE, parce que comme vous le savez sans doute, l'OCDE publie de façon régulière des classifications des pays qui ensuite déterminent un niveau de risque et un niveau de prime que nous, en tant qu'assureurs publics, nous sommes tenus en vertu de l'arrangement OCDE de demander. Et donc du coup, nous avons également en interne des plafonds d'encours par catégorie de risque OCDE. Et puis par ailleurs, dernier plafond, c'est le plafond d'encours global, parce que nous avons une autorisation en loi de finances qui nous donne un droit de tirage sur les finances publiques à un certain montant. Et alors, c'est une chose que vous devez revenir, parce que là, j'ai parlé beaucoup de seuil et de plafond, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très loin de ce seuil. Comme cela a été rappelé ce matin, nous avons, lors de la précédente crise, en niveau de prise de garantie annuelle, nous avions doublé le niveau. Nous n'avons pas tout à fait doublé le nombre, mais en volume pris en garantie, nous avions doublé. Nous avons aujourd'hui tout à fait les moyens de refaire la même chose. Nous avons même les moyens d'aller au-delà. Donc l'assurance crédit n'est pas aujourd'hui limitée par les plafonds qui ont été fixés en loi de finances, et nous avons vraiment les moyens, et c'est ce que vous devez revenir, nous avons vraiment les moyens de jouer ce rôle contracyclique qui nous est demandé par le ministre, et que nous comptons jouer en continuant à vous accompagner à l'export dans un contexte difficile. Enfin, troisième niveau de pilotage, c'est un examen circonstancié de chaque transaction. Donc la PFE vous donne une vision globale de ce qu'on souhaite faire sur tel ou tel pays. En revanche, évidemment, ensuite, chaque projet est étudié de façon individuelle, là-dessus, c'est juste pour vous dire comment est-ce que cela est organisé au sein de l'État. Donc il y a, en fonction à la fois du pays de destination et des montants, donc BPI France Assurance Export, donc la partie de BPI France que dirige François Lefebvre, que vous avez vu plus tôt, a délégation pour prendre l'immense majorité des dossiers pour le compte de l'État, puisque voilà, avec ses équipes, il agit directement sous le contrôle au nom et pour le compte de l'État français. Ensuite, en fonction, encore une fois, du niveau de risque ou du montant du projet, le dossier peut monter au sein de la Direction générale du Trésor et passer en commission des garanties. Donc, il y a une commission interministérielle qui se réunit toutes les 2 semaines, et lors de laquelle les administrations regardent les projets et formulent un avis. Donc, au sein de cette commission des garanties, siège donc BPI France Assurance Export présente le dossier, et ensuite vous avez la direction du budget, le ministère des Affaires étrangères, le Trésor et au cas par cas le ministère de la Transition écologique qui se prononce sur les différents dossiers. Et donc à la fin de cette commission, nous émettons un avis qui n'est pas public, et le dossier est ensuite soumis pour signature et octroi formel de la garantie de l'État. Et donc là, vous avez encore 2 différences. Pour là encore, l'immense majorité des dossiers qui passent en commission des garanties sont signés directement au sein de la Direction générale du Trésor, mais au cas par cas, alors soit parce que la PFE l'exige, on le verra un peu plus tard, soit parce que nous estimons qu'il y a une sensibilité particulière, le dossier peut être transmis pour prise en garantie directement au ministre, auquel cas c'est le ministre Bruno Le Maire qui statue sur la prise en garantie du dossier. Donc voilà comment, en interne, à la Direction générale du Trésor, on essaie de piloter le risque à partir de et en nous fondant sur la PFE. Alors, la PFE, on y vient. Je voulais tout d'abord revenir rapidement sur le code couleur que vous allez voir s'afficher à l'écran, sachant que là encore, c'était une nouveauté de l'année dernière. Donc, nous avons 4 types de couleurs. Donc, nous avons d'abord les pays ouverts. Avec 2 variantes possibles, donc soit des pays ouverts tout court, soit des pays ouverts avec vigilance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pays ouvert avec vigilance? Cela veut dire que dès lors que, sauf pour les dossiers d'un montant vraiment très petit ou alors qui présentent un autre type de sensibilité, ce sont des
ce sont les dossiers qui vont être transmis plus systématiquement aux ministres, je vous le disais, et qui ne seront pas décidés au sein ni en délégation par Bpifrance Assurance Export, ni par la Direction Générale du Trésor. Donc, encore une fois, ce sont des pays qui restent ouverts, mais qui exigent du coup de façon plus systématique qu'on ne le fait habituellement, une saisine du ministre. Ensuite, vous avez la couleur jaune. Donc, les pays en jaune sont aussi des pays ouverts, mais sous conditions que je vous détaillerai par la suite. Et ensuite, vous avez les pays fermés qui apparaissent en rouge sur la carte. Et ça veut dire que, a priori, nous ne pouvons pas vous accompagner ni en assurance crédit, ni en prêt direct sur ces géographies-là. Peut-être pour rentrer un peu en détail sur la partie jaune. Donc, historiquement, vous aviez 4 types de conditions qui pouvaient s'afficher. Donc, le pays apparaît en jaune et après, vous avez de façon plus détaillée sur la carte de la PAC qui va être mise en ligne, vous verrez apparaître les conditions particulières, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, auparavant, il y en avait 5. Cette année, il y en aura 6. Je vais rapidement les passer en revue. Donc, tout d'abord, vous pouvez avoir une condition selon le type de débiteur. Donc, dans certains pays, nous n'acceptons que les acheteurs souverains au public avec une garantie souveraine. Dans d'autres, au contraire, nous n'acceptons que les acheteurs non souverains. Voilà. Encore une fois, ça dépend vraiment des géographies, mais vous pouvez avoir cette distinction en fonction du type de débiteur. Ensuite, vous avez une nouvelle condition, je la détaillerai un peu plus juste après, qui sont tous acheteurs. Donc, ce n'est pas une différenciation en fonction de la nature de l'acheteur, mais avec une restriction sectorielle qui montre qui dit que dans ces pays-là, nous ne pourrons vous accompagner que sur des projets en lien soit avec la santé, soit avec l'eau, soit avec l'assainissement. Donc c'est la petite nouveauté de l'année 2021. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard. Et ensuite, vous avez la condition du cofinancement multilatéral qui, de la même façon que les conditions 1 ou 2, peut s'appliquer alternativement soit aux acheteurs souverains, soit aux acheteurs non souverains. Donc, du coup, concrètement, cela exige qu'il y ait un cofinancement multilatéral mis en place. Donc, par exemple, que nous intervenions aux côtés de la Banque mondiale, qui peut être un bailleur de fonds multilatéral aux côtés duquel on pourrait intervenir. Et enfin, dernière condition, la condition sur laquelle, en fait, nous prenons tous les acheteurs, mais uniquement s'il y a neutralisation du risque pays. Alors ça, c'est une condition qui s'applique à l'assurance crédit. Elle ne s'applique pas au prêt direct du Trésor. Pourquoi? Alors, vous allez comprendre aisément. Un prêt direct du Trésor, excusez-moi, ça veut dire que c'est l'État français qui prête à un État étranger et qui conclut notamment avec cet État étranger un accord intergouvernemental. Alors, vous imaginez bien que avoir un accord intergouvernemental tout en exigeant une neutralisation du risque pays, cela est paraît assez hors de portée. Et donc, c'est une condition qu'on applique que pour l'assurance crédit. Alors, c'est une condition qui souvent suscite pas mal de questions. Donc, on a voulu faire un petit focus cette année sur ce que ça veut dire la neutralisation du risque pays. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en fait, il faut mettre en place, pour aller dans ce pays, il faut mettre en place un montage financier qui nous permette d'externaliser le risque de crédit. Alors, soit au moyen d'un schéma offshore, qui ferait qu'en fait les revenus du projet seraient fléchés en dehors de l'entité et donc du coup on ne courrait pas un risque de non-transfert, à savoir les risques de non-transfert, ça veut dire le risque de ne pas réussir à récupérer les fonds, soit au moyen d'une garantie de paiement inconditionnelle qui serait délivrée par une entité qui serait située dans un autre pays. Donc c'est évidemment une condition assez sévère et qu'on applique en réalité à très peu de pays. Voilà, on trouvait que c'était utile de faire rapidement un focus sur cette neutralisation du risque pays. Ensuite, en ce qui concerne la nouvelle condition, pour entrer un peu plus en détail, donc encore une fois, donc c'est une nouvelle variante des pays qui sont ouverts uniquement sous condition. Donc c'est une nouvelle condition qu'on a souhaité mettre en place, notamment face au risque de surendettement de certains pays et face à la nécessité de prioriser les projets. Et pour prioriser les projets,
d'une part, mais d'autre part aussi vous donner de la visibilité sur ce que nous pourrons au cours des prochaines années accompagner en termes de projets sur ces pays-là. On a souhaité définir à l'avance les types de projets sur lesquels nous serions prêts à vous accompagner. Et ces projets que nous avons retenus pour les 2 pays qui sont concernés par cette nouvelle condition sont la santé, l'eau et l'assainissement. Alors, précision très importante, c'est une condition restrictive qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux projets. Donc, ça veut dire qu'un projet qui n'a jamais fait l'objet d'aucun accord de prise en garantie, ni a fait l'objet d'une promesse. Donc, typiquement, si nous en sommes en situation où, en fait, il s'agirait de proroger à l'identique ou même avec modification une promesse déjà émise, voilà, elle ne serait pas attrapée par cette nouvelle condition. Donc, parce qu'encore une fois, on souhaite donner de la visibilité. Donc, c'est uniquement si ces projets-là ne sont jamais passés en commission des garanties ou ne sont jamais passés en comité d'aide projet que cette nouvelle condition s'appliquera au pays en question. Donc voilà pour les nouveautés et le code couleur de cette année. Et sans plus attendre, on va passer aux principales évolutions de la PFE cette année. Donc comme Muriel l'a annoncé ce matin, nous avons légèrement resserré les conditions pour 9 pays. Mais la première chose que vous devez retenir de cette slide, c'est qu'il n'y a aucun pays qui passe en rouge. C'est-à-dire que les pays rouges sur lesquels nous ne sommes pas du tout en mesure de vous accompagner ne changeront pas par rapport à l'année dernière. Donc ce sont exactement les mêmes, je vous les citerai un peu plus tard, mais aujourd'hui, cette année, nous ne passerons aucun pays en rouge. Ensuite, nous avons des pays qui auparavant étaient ouverts sans condition, qui restent ouverts cette année, mais avec vigilance, ce qui veut dire, pour mémoire, que nous allons saisir le ministre de façon plus systématique, sauf pour les dossiers d'un très petit montant. Ces pays sont donc la Tunisie, le Burkina Faso, le Ghana, le Kenya, le Sénégal et la Turquie. Alors, il faut savoir que les pays qui sont dans cette catégorie, encore une fois, qui restent ouvertes, mais avec vigilance, ont été placés dans cette catégorie pour des conditions diverses. Certains en raison de leur situation macroéconomique déstabilisée, d'autres plutôt en raison d'un sujet d'exposition. De notre côté, je vous disais qu'on essaie de piloter de très près notre exposition sur certains pays. Voilà, donc selon les cas, ces différentes explications peuvent nous avoir conduit à placer ces pays-là en catégorie donc qui s'affichera en vert clair sur la carte. Merci Pierre. Ensuite, il y a 2 pays qui étaient l'année dernière ouverts avec vigilance et auxquels la nouvelle condition que je viens de vous expliquer s'appliquera, qui sont l'Angola et le Sri Lanka. Donc, comme je l'expliquais à l'instant, ces pays ne sont donc ouverts que, nous ne pouvons sur ces pays-là accompagner de nouveaux projets que s'ils sont dans le domaine de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Évidemment, à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on va accompagner tous les projets dans le domaine de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Mais ça veut dire que c'est de la condition pour pouvoir les étudier. Encore une fois, ça s'applique uniquement aux nouveaux projets. Et ensuite, dernier pays, c'est la Zambie, pour lesquels nous passons en neutralisation du risque pays. Voilà, donc c'est un pays qui a connu de grandes difficultés à la fin de l'année dernière. Donc voilà, donc on se voit ici contraint d'appliquer une condition de neutralisation du risque pays. Donc voilà pour les 9 restrictions qui s'appliquent. Mais nous avons aussi 2 assouplissements de conditions. Donc tout d'abord la Mauritanie. Donc la Mauritanie, l'année dernière était ouvert uniquement sous condition de cofinancement multilatéral pour les acheteurs souverains. Donc cette année, nous ouvrons la Mauritanie avec vigilance. Voilà, nous ouvrons à tout type d'acheteurs avec du coup vigilance, ce qui veut dire qu'il y aura des saisies de ministres assez systématiquement. Et deuxième assouplissement, c'est la République démocratique du Congo, où auparavant nous étions pour le coup en neutralisation du risque pays et nous passons cette année à une ouverture avec aux souverains et aux non-souverains, mais sous condition de financement multilatéral. Donc voilà pour les 2 pays dont les conditions se voient assouplies.
Et donc, en termes de carte, cela donne ceci. Donc, une carte qui, encore une fois, demeure très verte. Donc, je vais juste vous lire rapidement les pays qui restent en rouge. Donc, encore une fois, il n'y a pas de nouveauté par rapport à l'année dernière. Donc, reste en rouge l'Afghanistan, Antigua et Barbuda, Corée du Nord, Érythrée, Nicaragua, Somalie, Sud-Soudan, Syrie, Venezuela, Yémen et le Zimbabwe. Donc voilà les pays qui restent en rouge cette année. Et encore une fois, il n'y a pas eu de nouvelles conditions enfin, il n'y a pas eu de nouveaux resserrements ni de nouveaux pays qui a été passé en rouge. Donc voilà ce qu'on a voulu vous dire pour cette première partie. Et nous allons du coup passer à quelques questions que vous avez posées sur le chat. Alors, tout d'abord, sur le support présenté, oui, il sera bien mis en ligne sur le site de la Direction générale du Trésor à l'issue de la présentation. Ensuite, ah oui. Alors, quels sont les 15 pays, Schwan, c'est une question pour toi. Quels sont les 15 pays qui ont sollicité pour l'heure une extension de la BSSI jusqu'au 30 juin 2021? Je ne sais pas si cela est public. Oui, en fait, c'est effectivement public sur notre site internet. Enfin, ça, c'est les pays qui ont signé avec nous un accord d'extension. Donc, la liste exhaustive est sur notre site. Je peux essayer de les citer. Mauritanie, Ouganda, Samoa, Zambie, Mozambique, Kenya, Angola, Mali, Congo, donc République du Congo, Côte d'Ivoire, Comores, Éthiopie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Dominique, Pakistan. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une question sur la part française pour les prêts directs. Donc, effectivement, c'est 50% de part française pour les prêts directs. En revanche, je vous invite, puisque vous avez assisté à l'atelier PFE maintenant, à vous connecter par la suite sur l'atelier relatif au verdissement export, parce que pour les projets verts, nous allons revoir à la baisse les conditions et les exigences en matière de part française. Donc, n'hésitez pas dans une vingtaine de minutes à vous connecter à l'atelier relatif au bonus climatique qui pourra vous donner plus de détails sur l'assouplissement que nous avons prévu uniquement pour les projets verts. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelle est la part de la Chine, non membre du Club de Paris, dans la dette des 113 pays bénéficiant des aides du Club de Paris? Alors, donc sur les 73 pays éligibles, encore une fois à l'initiative, ce ne sont pas les 73 qui bénéficient, parce que comme je l'ai indiqué précédemment, en 2020, on a eu 46 pays sur 113. Et sur les 73, la part de la Chine doit être autour, je dirais, entre 13 et 15% dans le total de stock de dette. J'ai pas la part en tête dans la part des officiels, mais ça doit être, je pense, par définition, bien supérieur. En tout cas, dans le stock de dette de ces pays-là, ça doit être entre 13 et 15%. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur les pays éligibles aux prêts concessionnels. Donc, pour les prêts concessionnels, effectivement, ce sera également mis sur le site. Donc, comme vous le savez, pour les prêts concessionnels, en fait, on suit des catégories OCDE. Mais pareil, donc, ce sera mis en ligne cet après-midi. Donc, vous aurez tout ça en disponible sur le site du Trésor. Ensuite, sur le montant unitaire maximum des prêts du Trésor, il n'y a pas vraiment de montant maximum, il y a des repères et il y a une enveloppe globale qui est disponible. Mais pour le coup, c'est vraiment de l'examen en cas par cas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter les équipes de Vincent et de présenter votre projet. Et ensuite, c'est vraiment au cas par cas. Après, vous voyez la différence entre les prêts directs et l'assurance crédit, c'est que effectivement les prêts directs, et notamment les prêts concessionnels, sont gérés sur une enveloppe limitative. Encore une fois, ce n'est pas complètement le cas pour l'assurance crédit parce que donc nous sommes sur des garanties publiques et que nous sommes très loin d'avoir atteint les plafonds. Mais donc du coup, effectivement, en termes de montant, c'est vrai que autant je suis très à l'aise pour vous dire que
il n'existe pas de montant maximum au-delà de ce que le pilotage interne des risques interne à l'État exigera pour l'assurance crédit. Autant pour les prêts directs du Trésor, encore une fois, nous sommes limités par une enveloppe maximum par année. Et donc, évidemment, en termes de volume, il faut regarder ça au cas par cas. Mais voilà, il n'y a pas de montant absolu. Il faut vraiment essayer de contacter les équipes de Vincent pour voir si votre projet pourrait être éligible. Alors, il y a une question sur la temporalité. Vous êtes sur des projets extrêmement longs. Alors ça, j'entends très bien. C'est la raison pour laquelle donc on essaie d'avoir une certaine stabilité dans la politique de financement export. Donc, on essaie d'éviter vraiment au maximum les à-coups, à savoir assouplir un pays une année et puis revenir en arrière l'année suivante. Donc, on a bien conscience du fait que les projets sont longs à monter, que les phases de négociation souvent peuvent durer plusieurs années. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire avec la PFE, c'est de donner un maximum de visibilité, évidemment sur l'année en cours, mais sachez que ça fait partie de nos contraintes d'élaboration, d'éviter les à-coups et d'essayer de pas faire des allers-retours d'une année sur l'autre pour assouplir puis resserrer et pour vraiment donner le maximum de visibilité possible aux exportateurs. Alors, est-ce qu'il faut… les prêts du Trésor restent encadrés par l'arrangement OCDE. Oui, la réponse est oui. Et en revanche, pour les prêts concessionnels, les exigences de part française sont plus importantes. Donc, peut-être ce que je déduis ici, c'est qu'on va vous remettre sur le site une présentation détaillée des différents projets. Des différents produits que nous proposons notamment avec les exigences en termes de part française, sachant qu'encore une fois, il y aura un assouplissement qui est envisagé dans le cadre du bonus climatique qui sera vous présenté à l'atelier juste après. Alors, il y a une question sur les délais de traitement. J'imagine que c'est les délais de traitement des dossiers chez nous. Alors, il y a deux choses. Donc, il y a évidemment les prêts directs et puis il y a la partie assurance crédit. En termes de, si vous voulez, sur les prêts directs du Trésor, donc c'est un accord intergouvernemental. Des discussions diplomatiques entre différents pays, parce qu'encore une fois, tout cela se met en place au moyen d'un accord intergouvernemental. En ce qui concerne maintenant les autres produits qui sont distribués par BPI France Assurance Export, BPI France Assurance Export pour le compte de l'État. Alors sachez que nous sommes extrêmement attentifs aux délais de traitement. Vous avez entendu le ministre ce matin, les dossiers doivent être instruits rapidement et c'est vraiment une discipline à laquelle on essaie de s'astreindre au maximum. Donc sachez que BPI France, BPI France s'astreint et ça fait partie de notre convention de performance avec eux. Donc nous avons des délais maximum pour le pilotage des délais d'instruction des dossiers. Donc en fonction évidemment de la taille et de la destination, ces délais peuvent varier, mais en réalité nous fixons des délais extrêmement ambitieux pour étudier ces dossiers dans les meilleurs délais. Et je peux vous assurer que en fait ça fait 2 années de suite que les objectifs de performance que nous avons fixés sont atteints et que nous sommes souvent dans la situation où nous sommes extrêmement pressés d'accepter à la dernière minute un dossier pour la commission des garanties qui se tient juste après, justement au motif qu'un exportateur attend, doit répondre à un appel d'offres ou parce que justement les délais
des traitements internes qu'on s'est fixés du fait de complications supplémentaires dans le cours de l'instruction du dossier ont été un peu plus longs que prévu. Donc voilà, sachez que probablement il y a toujours une marge pour s'améliorer, mais sachez que c'est vraiment une préoccupation quotidienne des équipes et de nous d'essayer de répondre au plus vite, de vous donner de la visibilité et d'instruire vraiment les dossiers le plus rapidement possible. Alors, il y a une question sur le fait de savoir à quel moment les crédits acheteurs sont susceptibles d'entrer dans la catégorie de dette publique bilatérale visée par la DSSI. En réalité, ce n'est pas couvert par l'initiative de suspension du service de la dette, dans la mesure où c'est, en tout cas du point de vue officiel, on est exposé en garantie, donc ce n'est pas une exposition directe. Et pour ce qui concerne les prêteurs directs qui sont par exemple des banques commerciales, pour le coup, la partie commerciale n'est pas dans le champ de la DSSI. Donc en résumé, ces instruments-là ne sont pas couverts par la suspension du service de la dette, donc la DSSI. Ensuite, nous avons une question de David qu'on a vu à l'écran un peu plus tôt dans la matinée. Donc, la crise va dégrader les bilans et les comptes de résultats. BPI et la Direction générale du Trésor sont-ils prêts à considérer les dossiers plus risqués sur acheteurs privés? Évidemment, il est difficile d'apporter une question générale. La réponse générale, c'est nous sommes prêts à jouer notre rôle contracyclique. Pour autant, évidemment, on regardera toujours au cas par cas. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, et on le voit vraiment dans les chiffres, c'est que le rôle contracyclique a commencé à jouer pleinement. Comment est-ce qu'on l'a vu? D'une part, François Lefebvre vous montrait plutôt les graphiques pour les cautions et les préfinancements, donc qui sont du risque exportateur. Nous revoyons pour la première fois depuis la dernière crise, des grands groupes venir pour demander une assurance pour les cautions et les préfinancements. Alors un peu moins les préfinancements, mais en tout cas pour les cautions, nous les voyons arriver et nous estimons que ça fait partie de notre rôle contracyclique de les accompagner parce qu'encore une fois, nous sommes en subsidiarité du marché. Donc si avant le marché prenait sans l'assurance publique, c'est très bien. Si aujourd'hui il ne prend pas sans l'assurance publique, eh ben, nous sommes prêts à jouer notre rôle. Ensuite, pour l'assurance crédit, nous regardons à la fois, donc vous avez vu, donc sauf si la PFE l'exclut, nous regardons à la fois les dossiers vers les acheteurs publics et vers les acheteurs privés. D'ailleurs, paradoxalement, dans certains pays, nous pouvons privilégier plutôt les dossiers privés par rapport aux dossiers publics. Donc ça, c'est vraiment à regarder au cas par cas dans la PFE. Mais nous voyons que nous pouvons avoir en commission des garanties aussi dans les dossiers en délégation. Évidemment, la dégradation des conditions économiques se voit dans les bilans des entreprises. À vrai dire, à ce stade, c'est plutôt dans les perspectives parce que selon les derniers bilans, souvent ne sont pas sortis. Mais en tout cas, nous voyons arriver et nous anticipons une dégradation générale du niveau de risque sur lequel on peut être amené à se positionner. Donc après, ce sera du cas par cas, mais en tout état de cause, la PFE vous le montre bien, on ne veut pas exclure par principe tel ou tel pays ou telle ou telle catégorie d'acheteurs parce qu'ils seraient dans un pays ou du fait de la crise. Donc en ça, on est vraiment prêt à jouer notre rôle contracyclique. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, il y a une question sur la garantie des projets stratégiques.
Donc cette année, donc il y avait aussi une autre question sur le dossier de General Electric. Donc je ne sais pas très bien si c'est à ce dossier-là qu'on faisait référence. Donc vous pouvez revoir la vidéo consacrée au dossier Dogger Bank de G sur le site de la Direction générale du Trésor. Donc c'est la première fois qu'on a mis en place une assurance crédit sur un champ d'éoliennes en mer offshore, avec donc basé sur une technologie française, mais ça ne s'est pas fait par le biais d'une garantie des projets stratégiques, si ça répond à votre question. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Ensuite, il y a une question sur les polices. BPI ne couvre pas la non-délivrance des premières licences export. Une évolution est-elle envisageable, car ce risque ne peut pas être porté par les exploitateurs? J'avoue que je ne vois pas très bien à quoi vous faites référence. Donc, ce que je vous propose, peut-être essayer de nous faire un mail ou de faire un mail à BPI pour bien comprendre quel type de risque vous souhaitez couvrir, parce que spontanément, je peine à voir à quoi cela ferait référence. Très bien. Bon, mais écoutez, dans ce cas-là, pour laisser le temps aux différentes personnes de rejoindre l'atelier suivant, il me reste à vous remercier pour votre attention, à remercier Chouane pour sa présence aujourd'hui et pour voilà, je trouve sa présentation très intéressante, qui a vraiment bien décrypté les différentes initiatives multilatérales. Donc, pour rejoindre la session suivante, donc vous avez différents onglets en haut. Donc, il vous suffit maintenant, si vous souhaitez assister à l'atelier consacré au bonus climatique, à changer d'onglet et à partir sur l'autre atelier. Et pour les autres, éventuellement, à faire une pause. Et n'oubliez pas que le programme continue avec les discours de clôture par les ministres Alain Griset et Franck Riester à partir de 13h. Et puis on vous retrouvera de toute façon cet après-midi pour les différents ateliers. Donc merci à tous pour votre attention, merci à vos questions. S'il y a des questions qu'on aurait loupées, n'hésitez pas à nous les envoyer par email et on vous répondra par la suite. Merci beaucoup.